Je suis arrivé en 93, j'avais 19 ans. Ah oui, tout jeune. De façon définitive. En 2006, ouais, je suis numéro 2 du groupe, mais je suis obligé de tout lâcher parce que ma famille subit les conséquences de cet emploi du temps terrible. Je ne vais pas me vanter, mais il n'y a pas beaucoup de routes que j'ai pas parcourues en 11 ans. En vélo, hein, évidemment. Là, pour le coup, on part de zéro, quoi. En 2014, lorsque j'arrive, sincèrement, je comprends rien au conseil municipal, hein, je vais être honnête. Je travaille pendant plus de 2 ans et demi à l'Assemblée nationale. Donc là, c'est déjà le troisième changement de... C'est le troisième changement de parcours professionnel. Ça fait un peu peur au début parce qu'on arrive un peu dans l'inconnu. Par contre, là, c'est une accélération formidable, quoi, parce que c'est 80 heures par semaine. J'ai énormément de connaissances, mais peu d'amis, par exemple. Parce que j'ai pas le temps d'aller solidifier des liens d'amitié. C'est bien que tu le dises, parce que c'est le revers de la médaille. C'est un peu le revers de la médaille, oui, tout à fait. Ça va pas être simple. Si. Il va falloir que tu sois vraiment un bon photographe. Surtout pour moi, j'entends. Oh non. T'inquiète pas, nous avons les filtres beaux gosses. Avec les dents. Pour commencer cet épisode de Chablaisien le podcast, je voulais d'abord remercier tous ceux qui nous écoutent et notamment nos nouveaux auditeurs qui sont au Portugal, également au Mexique, au Mexique, toujours en Guyane, hein, fidèle au poste la Guyane, évidemment, numéro 1 dans le Chablais. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube, Chablaisien le podcast, ou à vous abonner également sur nos plateformes de podcast, les différentes plateformes de podcast, Apple Podcast, entre autres. Merci en tout cas à toutes et à tous de nous écouter et de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, dans cet épisode, je reçois un homme très investi, un homme de la société civile qui a fait un peu de politique, un peu beaucoup, qui est investi dans les associations, mais qui a commencé il y a fort longtemps. Moi, je l'ai connu comme ça, en tant qu'informaticien. Aujourd'hui, je reçois l'un des chantres du centre à Thonon-les-Bains. Je reçois Patrice Thiaud. Patrice, bonjour. Bonjour Michel, merci de me recevoir à ton émission. Est-ce que j'ai bon sur ce que je viens de dire ? Oui, t'as bon. Alors, j'ai un parcours avant l'informatique également. Et alors, j'ai plusieurs vies. Première question. Première question. Est-ce que tu es chablaisien d'origine ? Alors non, je suis pas chablaisien. Raconte-moi. Je suis né dans les Vosges, à Rambervillers, et une grosse partie de ma famille était du Chablais, notamment un oncle à moi qui avait des affaires. C'est lui qui a ouvert le centre commercial de l'Étoile, enfin le supermarché à l'Étoile, qui à l'époque était l'enseigne Gentil. Wow. Et donc je venais régulièrement à Thonon-les-Bains. J'ai des souvenirs croisés avec cette galerie marchande. C'est un peu un souvenir familial, on va dire. D'accord. C'est pour ça que j'aimerais bien que le projet aujourd'hui qui est en cours réussisse, parce que ça redonnerait de la vigueur à cette galerie. On sent le politique engagé, là, tout de suite, un petit tacle. Là, Non, c'est pas un tacle. Je veux dire, il y a un projet qui est en cours, il est sympa. Et c'est vrai que j'y tiens à cœur parce que justement... Parce que tu avais des attaches familiales. Exactement. Et à quel âge es-tu arrivé dans le Chablais, alors, du coup ? Je suis arrivé en 93, j'avais 19 ans. Ah oui, tout jeune. De façon définitive, on va dire. Et puis, je me suis installé, j'avais un petit appartement que je louais au port, en face des bateaux. C'est beau là-bas. Et puis voilà, donc j'ai travaillé dans un premier temps pour l'enseigne Speedy, les garages. Oui. C'était ma première période. Donc tu étais mécanicien ? Quelque part mécanicien, oui, tout à fait. Ouais. J'ai aidé à la création du centre avenue du Général de Gaulle. Ouais. Et puis je l'ai dirigé, qui existe toujours, oui, que je connais bien. Particulièrement bien. Et tu l'as dirigé, donc tu étais directeur là-bas. Oui, pendant quelques années. Et le franchisé qui avait ce centre-là avait également des centres à Annemasse et à Gaillard. Ouais. Et c'est vrai que quelques années plus tard, j'ai participé à la gestion des trois garages. D'accord. Alors, cette partie de ta vie, je ne la connaissais pas. Voilà, tu vois. Parce que je précise aux gens qui nous écoutent, je tutoie Patrice parce qu'on se connaît depuis très longtemps. Exactement. On s'est connus dans le monde professionnel. Hein, absolument. Et pas du tout dans la politique, mais dans le monde professionnel. Oui, c'est vrai, ça fait un bout de temps. Ça fait un bout de temps. Et donc, du coup, cette période directeur garagiste, ça a duré longtemps ? Alors, sur France, ça a duré quelques années, je pense jusqu'en 96.
96, l'investisseur, le franchisé, pardon, trouve un investisseur allemand qui veut développer la franchise sur la Suisse. Il m'embarque dans le projet, donc on est 3. On développe Speedy en Suisse, à Lausanne d'abord, très gros centre, un des plus beaux centres Speedy qui existait. En Europe. Oui, sincèrement, un superbe truc, très innovant. On en développe un deuxième avenue de Genève, à Comté en Valais. Et puis, il y a toute une myriade de projets qui sont en cours. En 2000, il y a la bulle spéculative qui était liée aux startups qui explosent. Internet, oui. La fameuse bulle Internet, que j'ai bien connue. Ouais, elle explose. L'investisseur allemand perd une partie de son capital, en tout cas n'investit plus. L'entreprise tombe, enfin le projet tombe, alors qu'il est en route, qu'il est ouvert depuis quelques années. Et je participe avec Speedy Europe au rachat des garages qui sont présents par une grosse famille iranienne d'investisseurs qui à leur tour vont continuer le développement de Speedy, mais en plus vont développer d'autres enseignes. On appelle ça de la master franchise, c'est-à-dire qu'ils vont acheter des franchises et ils vont les développer sur le territoire roman, en fait, la partie française de la Suisse. Oui. C'est moi qui vais m'en occuper. D'accord. Et je vais travailler aussi dans 2 autres secteurs de cette entreprise, qui sont le premier, une société d'architectes, où il y avait 2 architectes et 8 dessinateurs, qui travaillaient exclusivement sur les constitutions de stations-service, avec Tamoil. Ah oui. Donc on avait un lien, parce que nous on faisait des garages, stations, garages, plus d'autres commerces. Et puis une partie un petit peu particulière qui était l'événementiel, que gérait ce groupe, avec des choses... on avait des salons, on menait des salons, on a fait des chars, j'ai fait un char pour la Lake Parade, en 2004-2003. On avait des stands sur le jardin anglais pendant les fêtes de Genève, etc. Donc c'était assez bien chargé, diversifié. Oui, puis mais chargé en termes de... Très chargé. En 2006, je suis numéro 2 du groupe, mais je suis obligé de tout lâcher parce que ma famille subit les conséquences de cet emploi du temps terrible. Oui. Donc, Et c'est là qu'en 2006, je change complètement. Je me forme à l'informatique, qui était une passion. Ouais. Et là, tu switches complètement. Je switch. Je reviens sur le territoire. D'un groupe un peu important. Très important. Et tu te lances... personnellement, tout seul, dans une entreprise qui va durer 11 ans, où je vais rester seul, petite entreprise. L'artisanat, c'est comme ça qu'on s'est connus. Absolument, voilà. C'est là qu'on se rencontre. C'est là qu'on se rencontre. Ouais, dans le dépannage informatique. Je vais faire tout le Chablais pendant 11 ans. Je vais parcourir les routes du Chablais. Je ne vais pas me vanter, mais il n'y a pas beaucoup de routes que je n'ai pas parcourues en 11 ans. En vélo, évidemment. En vélo à 4 roues avec un moteur. Mais c'était passionnant. J'ai rencontré plein de gens, notamment toi, mais plein d'autres. Mais bien d'autres. Plus intéressant. 11 ans, ça dure, cette partie-là. 11 ans. Et donc, ta formation à l'informatique, tu as appris sur le tas, tu as fait des choses... Une grande partie sur le tas, c'était une passion. Après, j'ai fait une réévaluation pour m'engager là-dedans. Puis après, une fois qu'on est dedans, voilà. Et à quel moment la politique, parce que tu es quand même connu dans le Chablais pour ça, pour la politique, à quel moment, et tout à l'heure je le disais sous forme de boutade, mais quand je dis que tu es le chantre du centrisme en Chablais, c'est quand même pas loin d'être vrai finalement. Oui. À quel moment la politique arrive dans ta vie ? Elle arrive dans le dépannage informatique, puisqu'en 2012-2013, les mairies développent leur informatique. D'abord au sein des mairies, mais aussi vers les écoles primaires, sur les écoles primaires. Et donc, j'interviens dans plusieurs mairies du Chablais, un grand nombre de mairies du Chablais, soit dans les structures de la mairie ou dans les structures des écoles primaires. Et puis je m'intéresse à la politique, on va dire, mais communale. Comment fonctionne la commune, qui gère la commune. C'est très passionnant, c'est un domaine que je ne connaissais pas. Voilà, avant ça, tu ne connaissais pas? Rien du tout. Alors, aucune connaissance. Ça ne m'intéressait pas plus que ça, la vie de la commune, hormis savoir qu'il y avait un maire qu'on allait voter. C'était à peu près tout ce que je connaissais de la vie politique communale. Et puis, je m'aperçois qu'il y a un grand nombre déjà de gens qui travaillent dans une commune, qui touchent l'essentiel des secteurs qui concernent notre vie, la voirie, l'eau,
l'école, enfin tout ce qui concerne notre vie. Tout ce qui concerne la vie quotidienne des Exactement. gens, des citoyens. Extrêmement passionnant, je rencontre plein de gens passionnants. Et je me fais embarquer, bien sûr, dans une aventure électorale en 2014. Donc là, c'est à Thonon, hein. C'est à Thonon, je suis habitant Thonon, donc je m'engage sur une liste à Thonon. Un petit groupe avec Gilles Joly. On est déjà étiqueté UDI. UDI, donc ça c'est le centre droit. Centre droit. Voilà. Moi, ce qui m'a fait venir à ce parti, c'est Jean-Louis Borloo, qui est le fondateur. Simone Veil également, qui faisait partie de ce parti politique. Ça correspondait à mes valeurs. Donc on entre au conseil municipal par le biais d'une fusion de listes avec Jean Denay. Et on entre donc à 4 personnes dans la majorité, Gilles, Nicole Geoffroy, Marion Laine et moi-même. D'accord. Et pendant 2 ans, on va être au sein de la majorité à la commune. Mais il m'a semblé que tu étais un opposant à un moment donné. Alors effectivement, c'est vrai qu'on s'est un petit peu retrouvé coincé dans une majorité. On ne s'est pas senti libre de parole comme on le souhaitait. Donc on a décidé au bout de 2 ans de créer un groupe d'opposition à 3, donc Nicole, Marion et moi. Nicole Geoffroy. Nicole Geoffroy, Marion Laine. Que je salue, Nicole. Nicole, si tu nous écoutes. Marion Laine. Marion Laine, donc, qui est aujourd'hui députée. Députée, et moi, donc créons un petit groupe de 3, un groupe d'opposition dans lequel on peut plus librement s'exprimer. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Vous reprenez votre parole en main et votre communication. Absolument. Donc ces 6 ans, pour moi, sincèrement fantastiques, parce que j'ai été très assidu. J'ai loupé seulement 2 conseils municipaux en 6 ans. Moi, j'ai souvenir de ça, d'un besogneux du conseil. Oui, c'est passionnant. C'est pas par la volonté de vouloir travailler, mais c'est par la passion de ce qui s'y fait, en fait, de ce qui s'y décide. Et puis d'apprendre, parce que là, pour le coup, on part de zéro, en 2014. Lorsque j'arrive, sincèrement, je ne comprends rien au conseil municipal, je vais être honnête. Il y a un code, il y a des codes, il y a une organisation, il y a tout un langage qu'on ne connaît pas, absolument pas. Et puis, on s'y fait quand même malgré tout très vite. Et puis, c'est vraiment passionnant. En plus, je participe à beaucoup de commissions. J'ai été présent à presque toutes les commissions. Et dans quel domaine, les commissions à l'époque ? Alors, il y avait l'écologie, l'éducation, les travaux, l'environnement, les finances. Et par ton action, cette action que tu as menée, parce que tu étais conseiller municipal ? Conseiller municipal. De base. Donc ça, c'est du bénévolat ? C'est complètement du bénévolat. Il n'y a aucun avantage. D'ailleurs, c'est bien dommage. La nouvelle majorité, ça, je trouve que c'est très bien, a permis de redistribuer, si tu veux, le conseil municipal a une enveloppe globale pour gérer les indemnités des élus, qui sont généralement consacrées aux maires et aux adjoints. Et dans de plus en plus de communes, depuis un certain temps, les conseillers municipaux bénéficient d'un petit avantage financier qui permet de payer le parking et puis de compenser les heures qu'on perd à étudier des documents. Parce que toi, pendant cette période-là, tu as continué à travailler. Ah oui, tout à fait. Tu étais obligé. Obligé. Le conseiller municipal ne rapporte rien. Même aujourd'hui, s'il y a une indemnité qui est versée de 100 €, je crois, tu m'as dit ça payer compense. Le parking, effectivement. Ça permet de... C'est un petit geste financier qui permet quand même, je trouve, de faire en sorte que des gens qui vont sacrifier quelque chose de leur travail, de leur famille, de se retrouver une compensation. Ça encourage. C'est un encouragement. Oui. Puis ça évite à un moment ou à un autre qu'on n'ait pas simplement des élus qui soient quelque part une élite, qui ont financièrement les moyens d'être élus. Parce que ça ne correspondrait plus à... Parce que toi, à l'époque, tu étais un artisan, mais tu gagnais ta vie. Mais j'ai réussi à faire le tour pour ma part. Ça ne me posait pas de problème. Mais je vois des gens qui sont aujourd'hui des fois en capacité de s'engager, qui ne le font pas financièrement. Parce que ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. Il faut être honnête, les gens ne se rendent pas compte, ça prend énormément de temps. On reçoit des pavés des fois de 500 pages à lire sur une trentaine de délibérations. Non seulement il faut les lire, mais il faut les comprendre. Donc il faut aller piocher à côté. Il y a des termes, il y a des situations, il y a des recherches à faire, il y a 2-3 coups de téléphone à passer, il y a à se rencontrer. Tout ça, c'est de la préparation. Et c'est vrai que c'est très chronophage. Et avec ton petit groupe, là, vous étiez 3. Oui. Donc vous êtes encouragés, vous absolument. Êtes soutenus. On s'est auto-coaché. Je sais pas, ça se passait comment? Oui, bien sûr, on se réunissait de temps en temps. J'imagine que Marion Laine et
également ton autre... Nicole. Nicole, désolé. Non, c'est pas grave. Nicole, toujours si tu nous écoutes. C'est pareil, elle débutait aussi. Absolument, oui, on était 3 débutants et on s'est encouragés et puis on a vite compris. Il faut dire quand même que dans les 2 premières années de la majorité, on a réussi à aller, même si on a eu, nous, le sentiment à juste titre de ne pas pouvoir s'exprimer comme on le souhaitait, Ouais. on a eu quand même accès tout. au fonctionnement. Oui. On a pu quand même comprendre assez rapidement comment ça fonctionnait. Et on a formé d'ailleurs très rapidement avec Marion un binôme. Ouais. Je crois que ça s'est vu à plusieurs reprises parce que on a des idées assez communes, on se retrouve sur beaucoup de points, on est très différents, mais cet assemblage-là fonctionne très bien quand on travaille sur un projet. Tu as un ou deux exemples de choses sur lesquelles ça matchait bien? Sur un exemple technique, tu veux oui, dire? Enfin, oui. Par exemple, la carrière en montant à Armois, lorsque la concession a été renouvelée, on a été assez d'accord, mais pas du même point de vue sur la non-réouverture, enfin la non-réattribution de surface supplémentaire à exploiter. Mais on avait 2 approches complètement différentes. D'accord. Tant Marion a une approche très écologique, très moderne. Moi, j'ai une approche beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus traditionnelle, on va dire. Mais conservatrice. Voilà. Conservateur. J'ai dit que tu étais centriste, et en fait, tu es conservateur. Oui, non, mais c'est. Oui, non, mais voilà. Mais sur le fond, vous étiez. Sur le fond, on était d'accord. D'accord. Sur la façon de faire, on en discutait et on trouvait des arrangements. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas je dirais pas intérêt, parce que c'est peut-être pas le terme, mais enfin, quelque part, oui, le même intérêt dans la démarche intellectuelle, on va dire. Et donc, de cette période-là, vous êtes allé au bout du mandat Absolument. Sauf Marion qui a lâché son mandat dès lors qu'elle a eu son mandat de députée. Mais ça, moi, je suis allé jusqu'au bout. À quel moment, parce que toi, je sais que tu as été très actif dans cette partie-là de la vie de Marion Laine, que peut-être un jour on recevra si elle nous fait le plaisir de venir nous parler. Oui, il faut lui demander. On va lui demander, oui. Bon, moi, je doute de rien, c'est même à ça qu'on me reconnaît. À quel moment vous vous dites tous les deux, tiens, il y a quelque chose, il faudrait peut-être y aller pour ça tu veux dire pourquoi pour la députation. Ah, pour la députation. Ouais. Alors ça, c'est en 2017. Si tu veux, il y a un mouvement qui se crée. On a un peu une inertie, sans critiquer, à l'UDI. Il y a tout un groupe de jeunes qui sont là. C'est pas nous, hein. On est des intermédiaires, on va dire. Mais il y a un groupe de jeunes qui sont présents. Ouais, mais l'UDI avait quand même toute une série de jeunes 19, 20 ans, 17 ans, 20 ans, qui étaient présents, qui étaient dynamiques. Et on était un petit peu freinés. Il y avait une action traditionnelle d'un parti politique avec les personnes élues qui chapeautent avec une lenteur. Tu trouvais ça un peu pesant? C'était un peu pesant. Le débat d'idées était quelquefois un petit peu lourd. Sclérosé. Oui. Alors on a essayé de remuer pas mal les choses. On a réussi, parce que c'est vrai qu'il y a toute une équipe UDI dans le département qui était très ouvert aussi à avoir des gens arrivés comme ça un petit peu de la société civile, puis remuer un petit peu les codes. Et de l'autre côté, nous, on apprenait aussi beaucoup de choses, parce qu'on ne peut pas tout effacer de ce qui existait avant. Et en 2016, il y a eu cet effet Macron. Mais ça, très tôt, toi, tu y as cru. Oui, parce que c'était dans notre conviction. La société civile qui pouvait s'exprimer, une jeunesse, un dynamisme, le côté un peu libéral, il faut le dire. Et puis, on voit l'ensemble des jeunes UDI partir vers Macron, et nous, on suit le mouvement parce que ça correspond, je crois, tout à fait à notre vision qu'on souhaitait avoir de la politique. Ça, c'était le message de 2017, le message électoral. Voilà. Donc, on soutient Macron dans sa démarche, dans sa campagne, dans sa démarche. Tout à fait. Marion se pose en candidate pour les législatives de 2017, puis portée par le mouvement. Elle passe donc en 2017 et elle est élue. Moi, à ce moment-là, j'arrête mon activité pour 99%. Et je l'accompagne dans son mandat pendant plus de 2 ans et demi. Donc, je deviens collaborateur parlementaire. Voilà. Et donc, je travaille pendant plus de 2 ans et demi à l'Assemblée nationale. Donc là, c'est déjà le 3e changement de... C'est le 3e changement de parcours professionnel. Troisième switch. Ouais. Et là, alors, puisqu'on en a parlé, nous, déjà par ailleurs, mais voilà, c'est très dense et très riche, ces 2 ans-là.
Alors là, de nouveau, on retombe à zéro. Je pense que il y a un moment, c'est ce qui me passionne. Ça Oui. fait un peu peur au début parce Oui. qu'on arrive un peu dans l'inconnu. Mais oui, effectivement, donc départ de zéro. Alors, par contre, là, c'est une accélération formidable, quoi, parce que c'est 80 heures par semaine. Alors déjà, c'est passionnant et quand ça me passionne, je m'engage énormément. Mais en plus, là, c'est la porte ouverte au fonctionnement de la nation. Et là, on passe du niveau, on va dire, communal. Oui. Où on comprend comment fonctionne le département, un petit peu la région, etc., les préfectures, sous-préfectures. Là, on passe au niveau national et on prend pleinement conscience du fonctionnement d'un pays, avec toute, préfet de région, toutes les institutions à Paris, les cabinets ministériels, etc. Toi, etc. tu étais basé sur la circonscription. J'étais basé sur la circonscription, pour ainsi dire, en permanence. En moyenne, d'après le calcul que j'ai fait, je montais une fois par mois à Paris, notamment pour accompagner les groupes, pour faire des visites. Parce qu'il y a ça, il y a un lien quand même entre la circonscription et énorme, l'hémicycle. Énorme, tout à fait. Parce qu'en fait, le député, la députée, en l'occurrence, vote des lois nationales qui ont des impacts sur le territoire, plus ou moins suivant la géographie ou l'historique ou la constitution du territoire. Donc l'idée, c'est d'être au plus près des élus et des gens du territoire. Pour écouter. En amont, voilà, pour écouter, ouais. Ce qui se passe. Et puis, tout à fait, ouais. Et puis, voir à quel moment la loi va être votée, essayer de porter la voix. Exactement, peut être modifiée pour corriger les erreurs qui seraient en lien avec cette loi qui ne correspondrait pas au territoire. Et donc là, bon, c'est cette activité intense, ça dure 2 ans. Oui. Oui, 2 ans complets, presque pas de congé ni rien, mais par passion. Oui, je veux dire, c'est pas. Oui, bien sûr, oui. Non, mais on a bien compris que tu es un passionné. Je l'ai dit au tout début. Je ne me moquais pas de toi quand je disais que tu étais le chantre du centrisme en Chablais. Oui, tout à fait. Et il y a une vraie passion, ça, parce que moi j'ai souvenir de conversations qu'on a eues tous les deux à propos justement des positions centrales de certains hommes politiques. Oui. Et pour toi, il y a une vraie idée là-dessus. Oui, je pense que alors c'est une idée qu'on ressort régulièrement, mais qui est souvent pas forcément mise en application. Le centre, ça permet aussi d'accepter les gens qui sont à droite, à gauche, des fois même aux extrêmes, qui sont très intéressantes et qui permettent de regrouper, tous ceux qui sont de bonne volonté, on va dire. Je suis un peu contre cette idée d'avoir toujours des gens qui tiennent une position. Je suis de droite. Tous les gens de droite ne sont pas comme ça, bien sûr, mais il y a quand même une bonne frange qui dit je suis de droite, c'est comme ça ne correspond pas à ma philosophie. Tu n'es pas un dogmatique. Tu es un pragmatique. Du tout exactement. Il y a du bon partout. Voilà. Et la position centrale, c'est ce que tu me dis, je résume, mais c'est ce que tu me dis. La position centrale permet justement de capter. D'avoir cette souplesse. Absolument. Je pense qu'il y a un problème, il faut le résoudre, et il faut trouver les meilleures solutions. Souvent, il n'y a pas une bonne méthode en plus. Il y a des méthodes. D'ailleurs, la bonne méthode, on la trouve souvent en partageant avec d'autres personnes, notamment lorsqu'on élargit un petit peu le cercle de réflexion que l'on a tous les jours. D'où le centre. D'où le centre, oui. On avait dit qu'on coupait les notifs. Oui, c'est ma montre. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Patrice est donc un geek, on peut le dire. Pas du tout. Un geek, très connecté. C'est le genre de gars qui se met à sonner, à vibrer de partout, et on ne sait pas pourquoi. Vibrer de politique, de passion. De passion, oui, la passion, toujours la passion. Voilà, et du coup, au bout de 2 ans, qu'est-ce qui se passe? Une usure, oui, je pense une usure. Alors, c'est très prenant. C'est très usant psychologiquement parce que malgré tout, ce qu'on peut imaginer, on met le député ou la députée sur un piédestal en disant elle va pouvoir tout résoudre, et puis on s'aperçoit que c'est forcément pas vrai, quel que soit le député ou la députée, quel que soit l'élu, j'allais te dire. Voilà. Donc on est souvent confronté à des déceptions, on va dire, dans les idées qu'on projette. Et puis oui, l'envie de faire autre chose. De toute façon, c'est pas un métier. Pour le coup, c'est un métier, puisque c'est... Oui, collaborateur parlementaire, c'est un métier. C'est salarié par l'Assemblée nationale, ça n'a rien à voir avec un mandat. C'est bien une fonction. C'est salarié. Absolument. C'est un métier qu'on ne fait pas pendant des années. Parce qu'effectivement, il est aussi usant en termes de temps. Toujours sur la brèche, sur des plages horaires très très larges. Parce que tu l'as dit un peu tout à l'heure en creux, mais
je ne sais pas si tu veux qu'on en parle, mais cette passion que tu as pour les choses, cet engagement que tu mets dans les choses que tu aimes, ça crée des troubles avec ta vie personnelle. Tu as beaucoup sacrifié, toi, ta vie personnelle. Oui, énormément. Pour tes engagements. Oui, oui, je le reconnais. Oui. J'ai du mal à faire autrement parce que je m'engage volontairement et ça me plaît et je le fais sans en prendre conscience. Mais je m'aperçois que le résultat, c'est qu'effectivement, je n'ai pas construit un environnement familial stable. ou privé stable. Oui. J'ai énormément de connaissances, mais peu d'amis, par exemple. Parce que je n'ai pas le temps d'aller solidifier des liens d'amitié. C'est bien que tu le dises parce que c'est le revers de la médaille. C'est un peu le revers de la médaille. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc, quand, au bout de 2 ans, ceci s'arrête. Absolument. Et toi, t'es rincé. Oui. Je me repose. Je crois qu'on peut le dire. Je me repose avec une élection municipale où j'aide Nicolas Ravet. Et oui, parce que là, du coup, alors, je ne sais pas si tu veux en parler ou pas, mais moi, je vais tendre la perche et on voit si tu veux en parler. Comme je le dis depuis tout à l'heure, le chantre du centrisme, Patrice Thiault, Nicolas Ravet, c'est aussi une figure du centrisme absolument, municipal. Oui. Et quand même, il y a une surprise. Quand cette liste LREM, vous étiez LREM, oui. sort, Patrice Thiault, t'es dessus? Je me souviens même plus si t'es dessus. Bien sûr, oui, je suis dessus. T'es dessus, mais bravo. T'es pas. Je te renverrai un programme. Oui. Merci. Bon là, il est peut-être un peu éventé maintenant ton programme. Non, pas du tout. Et donc Patrice. Il était avant-gardiste, donc ça lui permet de garder un petit peu de consistance dans le temps. Sous la pédale. Et t'es pas premier. Non, je ne suis pas premier. Alors, je me permets la réflexion, parce que c'est vrai. Déjà, c'est vrai. Et qu'il y a eu un vrai... Alors, je ne dis pas que c'est un choc, parce que... Voilà, faut pas non plus... pas exagérer. Toute proportion gardée, on ne va pas exagérer. Trump m'a appelé, il m'a dit, écoute... Il a tweeté, what the fuck. Non, il n'y a pas un choc, mais il y a un questionnement, un bruissement, on va dire. Oui. Un bruissement. Tiens, Patrice Thiault n'est pas numéro 1. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est au moment de la décision, parce que ça se fait pas comme ça, je veux dire, il y a une décision qui s'est prise à plusieurs. Au moment de la décision de partir pour cette élection municipale, c'était pas le mandat que je visais, je vais le dire clairement. Ah bon. Et je fais partie de ceux qui pensent que certains mandats doivent se mener entièrement et complètement, notamment le mandat de maire sur Thonon-les-Bains. Oui, c'est 6 ans d'engagement. Quand on se fait point élire, barre. C'est pas pour 2 ans en général. C'est pour 6 ans. Oui. Mais ça, c'est des choses qui existaient avant. Je pense que ça n'existe plus aujourd'hui, qu'on a des gens avec le non-cumul de mandats qui permettent... Ça a bien aidé, ça. Je crois, oui, parce que y a la vie politique municipale, en tout cas l'organisation municipale, est de plus en plus compliquée, technique. On a besoin de gens qui sont là, quoi. Ouais. On a besoin de gens présents, et puis il y a des responsabilités qui sont de plus en plus importantes. Donc on ne peut pas se permettre d'être à droite, à gauche. Et donc c'est parce que globalement, quand tu arrêtes le travail de collaborateur parlementaire, le landerneau politico-médiatique Thononnais-Chablaisien se dit c'est parce que voilà, il va aller en tête de liste sur la municipale, quoi. Enfin, en grosso modo. Oui, c'est pas ça. Mais c'était pas ça. C'était pas ça. Non, c'était pas ça. Oui, de certaines personnes. Et personnes. Du coup, tu as une analyse. Alors, on fait pas de politique ici. Non. Ça, c'est bien. Enfin, les gens qui nous écoutent le savent. Nous, on fait pas de politique, mais on est curieux. Moi, en tout cas, moi, je suis très curieux. Ça a été compliqué quand même le résultat. Ah oui, tout à fait. Oui, absolument. Alors après, ça reste un résultat électoral. Je veux dire, le résultat d'une élection, c'est pas une seule chose, c'est une somme de choses dans un contexte. Je veux dire, on refait l'élection aujourd'hui, elle n'est pas du tout la même, on le sait. Hein. Le contexte tient énormément à une élection. Mais c'est vrai que on va pas se cacher, on ne s'attendait pas à avoir si peu de voix. Malgré tout, on a quand même réussi à réunir quelques personnes autour de nos idées. Et puis, on a des personnes qui continuent à nous soutenir. Et puis,
Voilà, ça fait partie de la vie politique, il ne faut pas en avoir peur. On ne peut pas tout le temps gagner, d'ailleurs ça ne serait pas juste. Non. Et il y a des moments de creux, il y a des moments où on n'est pas, nos idées ne sont pas là au bon moment, où ce n'est pas les bonnes idées, ou voilà, ou Pas la bonne l'organisation, personne. pas la bonne personne. On ne sait pas. Mais oui, Voilà. oui. En D'accord. tout cas, Très philosophe là-dessus. oui, je pense Oui, bah, qu'il y a une vraie rencontre. Il faut apprendre à façon. gagner, il faut apprendre à perdre. Absolument, C'est la base de la politique. L'élection, c'est une rencontre entre une liste ou une personne, suivant le type ouais. d'élection, et ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Là, ça va. Et voilà, ça n'a pas fonctionné. Voilà. Bon, on va pas épiloguer là-dessus. Hein. Non, ça fait. Et du coup, toi, après, tu disparais. Oui. Non, enfin, pas vraiment, parce que nous, voilà moi, je t'ai aperçu des fois le matin très très tôt. Alors la situation, je pense qu'on en parlera, la situation sanitaire, forcément, elle ne favorise pas à sortir en ce moment aussi. Mais, c'est donc, ça, donc. Et c'est pour ça que j'ai plus vu personne pendant un moment, quoi. Bah, c'est vrai qu'il y a eu un petit creux quand même. Rappelons-le quand même qu'entre les 2 tours des élections municipales, il y a ce fameux 4 mois de 3 ou 4 mois de deuxième tour premier de 4 confinement. mois, voilà, tout le monde disparaît de la circulation. Tout le monde a disparu. Je veux dire, Non, alors après l'élection perdue, au soir du second tour, enfin d'ailleurs tu n'étais même pas au second tour. Non, bah non. Au soir du premier tour. Merci, moi je m'en vais tout de suite. Merci. Je suis bête. Tu disparais. Oui. Non, enfin. Oui, tout à fait. Non, mais on est bien d'accord. Tu prends acte. Il y a un moment, il faut prendre acte. Les électeurs ont fait leur choix. Derrière, il y a toujours une communication qui se fait entre les gens qui sont présents. Moi, j'ai rencontré à peu près tous les protagonistes de cette élection. Bien sûr. Une fois ou plusieurs fois. Mais si tu veux, il y a un choix, il faut le respecter. Exactement. C'est la démocratie. On ne peut pas... aujourd'hui, d'ailleurs, il y a une sorte de mouvement qui dit que si on n'est pas élu, c'est de la faute de l'autre, et celui qui est élu, il est illégitime. C'est pas vrai du tout. Je veux dire, on a les moyens d'aller voter, il faut aller voter, et lorsque les électeurs se prononcent, il faut respecter le choix, et puis laisser faire les choses, et puis voir comment ça se passe. Et donc là, tu entames à ce moment-là un petit chemin personnel, et tu rebondis, si j'ose dire. Oui, ça je sais faire. Oui, avec un nouveau projet. Oui. Un nouveau projet d'engagement citoyen, chose que tu fais maintenant depuis donc 2014. Tout à fait. Depuis des années. Un vrai Jean... engagement citoyen. Absolument. Avec une association. Oui, une association qui existait déjà, avec laquelle on a travaillé qui s'appelle à de nombreuses reprises, ADSC, pour Action Durable, Sociale et Culturelle. On était presque à ADSL. Oui, peut-être, ou à ACDC, il y en a qui me disent. Donc, répète, ADSC. ADSC, d'accord. Voilà. C'est une grosse association de quartier. D'accord. Qui est à Thonon-les-Bains. À Thonon. Oui. Voilà. Et qui est dans quel quartier alors ? Le quartier prioritaire le seul quartier prioritaire de Thonon, qui est Collonges Sainte-Hélène. Voilà, elle a son siège là-bas. On a un bureau juste à côté. Donc c'est une association avec laquelle on a travaillé depuis, en tout cas la présidente et certains de ses membres, depuis un certain nombre d'années, pour motiver les gens lors de des élections, pour aller motiver les gens, savoir pourquoi ils n'allaient pas voter ou ce qu'ils souhaitaient voter, présenter nos projets, etc. etc. Donc on s'attache aux habitants, mais aussi aux associations. Donc c'est là que j'ai pu découvrir ADSC, et notamment pour les dernières municipales. L'association nous a beaucoup aidé à rédiger une partie de notre programme, notamment social, voilà, pour répondre au mieux aux besoins qui étaient sur le territoire. Voilà. Et là-dedans, tu as détecté quelque chose qui t'a interpellé. Oui, alors ce qui interpelle, si tu veux, c'est que il y a pas beaucoup d'actions qui sont menées en faveur sociale, au niveau social. Alors après, on peut critiquer ou apporter des éléments supplémentaires, ou peu importe. Mais il y a un thème qui n'avait jamais été abordé, qui n'était pas approché, parce que l'ancienne majorité pensait que ce n'était pas une compétence de la commune, mais que ça dépendait pas d'eux en fait. C'est le thème de la santé. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant bien, en consultant, en allant regarder un petit peu ce qui se fait à droite à gauche, on s'est aperçu avec la présidente Souria Sharif de l'association que dans d'autres communes étaient mis en place ce qu'on appelait des contrats de santé de ville qui définissaient certaines actions que la mairie pouvait porter en faveur des habitants pour les aider dans leur parcours de santé. D'accord. C'était pas fait à Thonon. Donc on a eu l'idée, pendant les premiers confinements, de se retrouver, de réfléchir à ce qui était possible de mettre en place, en matière de santé notamment,
au niveau du quartier prioritaire, puisque c'est là qu'ils agissaient, pour pouvoir aider les gens et puis connaître un petit peu les besoins. Et justement, parce que c'est un désert médical. Alors, c'est pas un désert médical. Si tu veux, on a la santé institutionnelle, ça, on s'en occupe pas. Il y a les médecins, le médecin généraliste, l'hôpital, les infirmières, etc., l'ambulance, les pompiers et compagnie. Derrière ça, on s'est aperçu qu'il y avait un grand besoin de populations qui sont fragiles. Je vais te prendre un exemple des populations, par exemple, qui ne parlent pas ou peu la langue française, qui sont confrontées à un petit mur avant d'arriver chez le médecin, pour pouvoir prendre un rendez-vous, pour pouvoir lire une ordonnance, pour pouvoir aller à la pharmacie et comprendre la manière dont on prend notre médicament. Mais aussi une grande partie de la population qui est âgée. Et ça, moi, je l'avais déjà vu, je l'avais déjà remarqué lorsque je dépannais, parce que j'allais chez les gens. Dans l'informatique. Dans l'informatique, pardon. On entrait au cœur, j'entrais au cœur de leur vie, quelque part. Bien sûr, oui, c'est vrai, ça. On a beaucoup de personnes âgées qui vivent seules, qui n'ont pas, ou en couple, mais qui n'ont pas d'enfants, ou dont les enfants ont réussi leur carrière et sont aux États-Unis, etc., etc. À Lyon, Grenoble, San Francisco. Oui, et alors ils sont en bonne santé, ils ont un parcours normal, et à un moment ou à un autre, ils ont un accident de santé qui les déstabilise complètement. Ils se retrouvent seuls face à l'administration de santé, comment aller à l'hôpital, comment faire, aller sur Internet pour aller prendre un rendez-vous. Tout devient très compliqué. Le fameux Doctolib. Oui, voilà, tout à fait, de plus en plus. Oui. Et donc les gens qui ne sont pas prêts à aller affronter ça, ou qui vont avoir une maladie qui va peut-être quelque part les diminuer un petit peu physiquement ou intellectuellement, ils vont pas, ça va être un mur. C'est ces choses très simples de prendre un rendez-vous, d'aller au rendez-vous, de comprendre ce qui se passe, ou de, comme on le disait, d'aller sur Internet, créer un compte pour, je ne sais pas moi, la CPAM, etc., etc. C'est une vraie difficulté. Voilà. C'est là-dessus qu'on a voulu centrer une partie de nos actions, et c'est là-dessus que l'on travaille et qu'on a développé d'autres choses. D'accord. Et ça s'est formalisé, ça a démarré quand, Patrice ? Alors, l'association, elle date déjà depuis 2018, officiellement. Ça, d'accord, il travaillait déjà un petit peu en amont avant de la création de l'association. Le travail de réflexion et de besoin, il a été quelque part fait. Et aujourd'hui, effectivement, on a créé une réflexion sur les actions qu'on pouvait mener. Donc, et les actions, ça a commencé. Alors, les actions ont commencé à partir de novembre l'année dernière, 2020, parce que nous avons eu la chance de pouvoir mettre en place une adulte relais. C'est un dispositif d'État qui se fait en conventionnant avec la préfecture. Et ça nous permet d'obtenir une salariée pendant 3 ans, qui s'appelle une médiatrice, en l'occurrence une médiatrice de santé, qui va travailler sur le quartier prioritaire et un petit peu élargi, on va dire, essentiellement sur le quartier prioritaire, mais aussi sur les autres quartiers qu'on appelle les quartiers en veille active, ou même au sein de la commune. Oui, c'est des termes techniques administratifs, on va dire. On sent la technique. Oui. Et donc, on a pu bénéficier de cet emploi-là. D'accord. Et on a embauché une personne, elle s'appelle Zineb Selik, qui était déjà très engagée, qui accompagnait un grand nombre de personnes de façon complètement bénévole, qui aujourd'hui bénéficie d'un contrat de travail de l'association depuis le 1er novembre, pendant 3 ans. Et globalement, au niveau du financement d'une association comme ça, comment ça se passe ? À part ce que tu viens d'expliquer sur le contrat de travail qui lui est financé, si j'ai bien compris, par l'État, c'est ça ? Absolument. Là, on va dire 95% est financé par l'État. Et le reste du financement, tu le trouves comment alors, le reste du financement, on a 2 sources d'approvisionnement, plusieurs, pardon. On a les fonds personnels qui s'épuisent rapidement. Oui, comme toutes les associations. Absolument. On a la commune, l'agglomération en l'occurrence, puisque c'est l'agglomération de Thonon, qui gère ce qu'on appelle la politique de la ville, c'est-à-dire tout ce qui concerne le quartier prioritaire. Oui, ça fait partie de la politique de la ville. Ça fait partie de la politique de la ville. Aujourd'hui, la politique de la ville est très ouverte, mais elle l'a toujours été vis-à-vis des associations. Et elle nous a aidés déjà financièrement pour nous accompagner dans les dépenses que l'on fait. Et puis on va entrer dans une phase, puisqu'on a un deuxième projet que je vais évoquer un petit peu plus tard si tu veux bien, qui va nous permettre d'aller chercher des partenariats privés. D'accord. Voilà. Et donc cette phase-là n'a pas démarré encore ? Elle n'a pas tout à fait démarré, non. On a
dizaine de bénévoles aujourd'hui au sein de l'association qui, avec leurs cotisations, suffisent à régler nos factures, plus l'apport de l'agglomération de Thonon. Et puis, on a une centaine, un peu plus de 100 adhérents, 150 adhérents, je crois. Oui. Et qui cotisent une petite cotisation. Tous dans le quartier. Une grande partie. De Collonges. Une grande partie. Collonges, J'ai pas, oui. J'ai pas fait le calcul. Et alors, ton deuxième projet, alors c'est, ou le deuxième d'abord, étage. Il faut savoir que l'association, c'est le pôle santé. On a 3 pôles en fait. On travaille sur 3 axes. La santé, c'est ce qu'on développe le plus aujourd'hui, puisqu'on a mis en place justement cet adulte relais employé, plus le projet dont je vais te parler. On a... Tu fais du teasing, toi. Ah, oui. Attention, j'ai un livre. On parle d'emploi également. Ouais. On est très attaché à l'emploi, notamment la présidente. On a déjà fait pas mal de réunions concernant la formation il y a quelques années, notamment avec Marion Laine, mais avec pas mal d'acteurs institutionnels. On s'est réunis autour des... on avait réuni tous les acteurs de la formation et de l'apprentissage pour réfléchir comment aller chercher les gamins de quartier, comment faire pour trouver les liens. Décrochage scolaire, parce qu'il y a... Peu importe l'historique, on a des gamins qui sont là, c'est une population familiale souvent qui est présente, donc comment trouver les liens, comment informer au maximum pour bien orienter tout cet ensemble de la population. Et dans le cadre de l'emploi, elle souhaite aussi mettre en place des conférences, des ateliers, des aides à l'accompagnement pour la création d'emplois, puisqu'on a une bénévole qui a une entreprise qui est comptable. D'accord. Et qui a la capacité de mettre en place des petits ateliers qui permettent... C'est la première marche. Quand même. Ça anime, tout à fait. Ça anime le quartier. Absolument. Au niveau économique, au niveau santé. Oui. Donc c'est bien. Tout à fait. Donc ça, c'est le volet emploi. Okay. On a le volet numérique aussi, avec un acteur, pareil, bénévole, qui est formidable. Patrice Thion. Non, c'est pas moi. Et tu vois, alors pour le coup, c'est pas moi. Non, mais qui est extraordinaire, qui a fait tout un cursus pour comment être diplômé en apprentissage de l'informatique, du numérique, quoi. Et qui a déjà créé des ateliers, on a les endroits. Donc ça aussi, ça anime le quartier. Ça anime le quartier, tout à fait. Tout est prêt, sauf que le Covid nous empêche aujourd'hui de démarrer. Bon, mais dès que la levée de la crise sanitaire est faite, les ateliers sont en place, on a le matériel. On a appris à se servir de Zoom après la crise. Oui, donc c'est un peu... Mais bon, c'est un peu dommage. Je comprends, oui, tout à fait. C'est bête. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, il y a cette troisième partie, santé. Donc. D'accord. Alors, premier volet donc, de la santé, l'adulte relais, qui tous les jours est en lien avec les gens du quartier pour les écouter, pour les informer, pour les accompagner dans leur parcours de santé. Elle a un travail formidable d'ailleurs, elle fait des heures supplémentaires à gogo, enfin, c'est quelque chose d'incroyable. Il faut être passionné pour faire ce genre de choses. Il faut être passionné aussi, tout à fait. Oui. C'est c'est une personne en plus identifiée, elle colle tout à fait à la fonction. Quoi, elle a une croix rouge? Non. Un gyrophare, je sais pas. Non, mais connu, j'entends, connu. Et les gens savaient qu'ils pouvaient déjà s'appuyer sur sa confiance. Petit à petit, les gens se retournent plus facilement. Exactement. Mais c'est là aussi qu'on se rend compte que le besoin qu'on avait identifié est plus que présent. Est présent, en tout cas. Puisque ça, c'est sûr. Elle croule sous les appels et les demandes. D'accord. Donc voilà. Et on a une partie qui concerne aussi la santé, mais qui est un projet à part. On a répondu à un appel à projet qui s'appelle Impact 2024. D'accord. Qui est en lien avec les Jeux Olympiques de Paris 2024. Qui auront lieu en 2028, évidemment. Non, j'espère pas. Avec tout ce qui est en train de se décaler. On ne sait pas. On ne sait pas, en fait. On sait pas. Ou par Zoom. Oui, on ne sait pas. Donc, c'est en lien avec Paris 2024. Pourquoi ? Tout à fait. Eh bien, l'organisation des Jeux Olympiques a décidé, pour Paris 2024, de ce qu'ils appellent de faire un héritage. C'est-à-dire... d'intéresser, qu'il reste quelque chose, non seulement après, mais aussi avant, de faire un travail en amont pour amener les gens qui sont éloignés du sport, pour leur amener un bénéfice par rapport aux Jeux Olympiques. Bien sûr, D'accord ? Donc ils ont appelé les associations, les institutions à créer un certain nombre de projets. Nous avons pour notre part, créé un projet donc, qui est attaché au quartier prioritaire, de nouveau, à majorité, mais pas que. Qui va permettre sur 4 ans de former une quarantaine de personnes qui n'avaient jamais fait de sport ou très peu de sport pour les amener à 2024 à faire un relais entre Thonon et Paris
dans À la différents nage. sports. Alors, il y aura de la nage. Mais non, bien sûr. Donc, il y a des petits parcours de nage, Ouais. des petits parcours de vélo, D'accord. des petits parcours de course, C'est super. de randonnée, d'aviron, d'accord. équestres, si on trouve des chevaux, etc. Donc, ce parcours de Thonon à Paris, va être fait avec des épreuves. Ces 40 personnes vont se surpasser, on va dire, Oui. et puis vont faire des petites épreuves à leur niveau, Ouais. suivant là où on aura pu les amener en 4 ans, enfin 3 ans maintenant. Oui, parce que Ça passe. le temps passe, le temps passe. Absolument. Le temps passe. Et en ce puis moment, pour la finalité, l'objectif final étant Ouais. de participer au marathon public qui va avoir Oui. lieu en 2024, le fameux. le fameux marathon public, et puis permettre à ces 40 personnes d'aller voir une épreuve suivant ce qui les Et là, intéresse. tout de suite, ces personnes ont été identifiées, elles ont commencé à faire des choses ou Alors, il y a pas une encore vingtaine de personnes, un peu plus de 20 personnes qui ont déjà été identifiées. Ouais. Il faut savoir qu'on va mettre un accent particulier sur les femmes de tout âge. Généralement, ce sont des mères de famille jusqu'à 70 ans, 75 ans, qui n'ont en grande partie jamais fait de sport. Oui, ça c'est important d'après ce que Oui, tu dis. tout à fait. Oui, c'est le but. C'est pour les mettre- C'est d'amener. Oui. Alors, il y a l'esprit du sport santé, bien sûr. Oui, hein. Donc, c'est une demande qui a été identifiée en matière de santé sur les quartiers prioritaires. Le fait que ces mamans, mères de famille, ou anciennes mères de famille, ou futures retraitées, Quand on est mère de famille, on l'est tout le temps. oui, on le dit tout le temps, mais je veux dire, après, Oui. déchargées de ses obligations familiales, on va dire, Ouais. avaient besoin d'aller faire un peu de sport, mais elles étaient complexées parce qu'elles n'en avaient jamais fait, parce qu'elles ne savaient pas à quoi ça allait correspondre, Oui. parce que certaines sont âgées, donc ont des handicaps, quoi, elles ont mal aux hanches, aux genoux, etc. Donc on a fait appel à une association qui s'appelle James & Co, qui travaille depuis 2011 sur le territoire, qui est spécialisée dans le sport adapté, on appelle ça, pour des gens qui, en l'occurrence, n'ont jamais fait de sport ou qui ont un handicap physique lié à une petite maladie ou à l'âge ou à peu importe quoi. Donc on a déjà fait des cours, ça s'est déjà mis en place avant les restrictions sanitaires. Donc les lundis et vendredis, on avait 2 séances de gym, on va dire, gym féminine, gym légère, d'avancer. On a fait quelques randonnées, notamment à Bernex, avec tout un groupe. Oui, on a déjà bien progressé. Voilà. Tout de même. Et autour de cette vingtaine de personnes va s'agréger 20 autres supplémentaires. Dont on a identifié une partie, mais qui ne seront pas seulement issus du quartier prioritaire, même si l'objectif du projet, c'est la priorité au quartier. Néanmoins, il restera un certain nombre de personnes, porteurs ou non d'handicap, physique ou moteur. Et voilà, donc on se donne un défi de 4 ans. Donc on vient d'être reçus par Paris 2024. Ils nous ont accepté notre projet. Donc ça c'est bien. Ça c'est top. Ça c'est top. Et donc ça c'est pareil, c'est financé comment alors du coup? Là c'est Paris 2024 qui finance, tu charges des fonds, Alors comment ça se passe? Pour le moment, si tu veux, on est un tout petit peu en avance puisque là on enregistre, je peux le dire à quel moment on enregistre, oui. On enregistre la dernière semaine on est fin janvier. Voilà, fin janvier. À peu près, donc logiquement cette semaine ou la semaine prochaine, on doit avoir un rendez-vous avec les organisateurs de Paris 2024 pour nous faire prendre conscience du mode de diffusion des logos, parce qu'on va pouvoir utiliser tous les logos, toute la stratégie de communication, mais on attend leur aval pour le faire, bien sûr. Voilà. Ouais. Et puis, dans un premier temps, ils vont nous aider à... Le projet est reconduit tous les ans. Tous les ans, on doit présenter le rendu, le bilan, plus l'objectif de l'année d'après. Donc, ils vont nous accompagner dans la construction de les objectifs futurs, pour arriver à notre projet. Et surtout, dans un premier temps, ils vont nous mettre en relation avec les partenaires officiels de Paris 2024 au niveau local, pour qu'on ait des liens et qu'on aille chercher un petit peu des fonds financiers. C'est comme ça que ça se finance. Il va falloir que ça se finance comme ça. Eh bien, écoute, Patrice, merci pour toutes ces infos. Je t'en prie. Est-ce que tu vois quelque chose à ajouter sur ces différentes choses? On a tout dit, je pense. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Quand tu même. vois, je le disais en tout début, un homme engagé. Oui, c'est vrai, oui. Bon, quand même. Ah, carrément. Oui. Merci d'être venu en tout cas, Patrice. Je te souhaite bon vent et bon courage. Merci à toi. Et à très bientôt. À très bientôt.